Allez, Merci. on va basculer maintenant dans la dernière ligne droite de cette émission, mesdames et messieurs. Voyage jusqu'au bout du Nigeria. C'est ce livre-là qui va rythmer notre conversation avec le jeune Ali Diaby, qui sera notre invité éponyme, qui va nous parler un peu des méandres du terrorisme et puis tout ce qui a concouru donc à la production de ce livre très enrichissant qu'Alix et moi avons décortiqué pour vous. Ce sera juste après ça. Boko Haram est financé. Boko Haram a reçu des matériels, y compris des matériels blindés sur le terrain. De qui, je ne le sais pas. Si les soldats avaient été déployés, sans aucun doute, nos filles seraient de retour. Notre coopération dans ce domaine s'est considérablement renforcée. Nous appuyons l'armée nigériane et ses partenaires du bassin du lac Tchad, notamment en matière de renseignement. Les maisons là que vous voyez là, mon travail c'est de sécuriser la frontière, la population pour qu'ils vivent en paix et empêcher toute incursion de Boko Haram. Boko Haram, c'est aussi un chef, Aboubakar Sheko, particulièrement dangereux. Boko Haram diffuse ces images d'elle. Elle récite ce kidnapping provoque. J'ai même un coup de mortier et on peut aussi se défendre. On a vu à Paris avec 129 morts, 300 blessés. La violence s'approche de tout le monde. Sécuriser l'église. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Les malfaiteurs, les terroristes. Alors, de retour sur le plateau, après ce reportage du point de la situation, Poignant. voilà, très poignant pour informer et puis situer les échanges. Bonjour Ali Diaby, bienvenue. Bonjour, bonne année. Bonne année à vous. Merci à vous pareillement. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter avec vous Voyage jusqu'au bout du Nigeria, Oui. avec comme problématique centrale Boko Haram. Qu'est-ce Oui. qui a inspiré l'écriture de cet ouvrage? Déjà, merci à la RTI de m'avoir invité pour ce numéro. Je tenais d'entrée de jeu à souhaiter une bonne heureuse année à toute l'équipe de la RTI, que cette année soit une année de santé, une année de faveur et surtout d'accomplissement à tous les niveaux. Et pour revenir à votre question, ce qui m'a suscité la motivation en fait, de ce livre est d'abord l'audace. Parce que j'ai été toujours, depuis ma tendre enfance, audacieux. Et je pense que l'un des facteurs vraiment qui a déterminé ou qui a créé le déclic, c'était vraiment l'audace. Et aussi, là-bas également, aussi, j'avais un contact qui m'a en fait savoir qu'effectivement, cette personne est rentrée en contact avec moi sur les réseaux sociaux. Il m'a dit « Ah, mais pourquoi tu ne pourrais pas vraiment écrire sur l'Afrique ?» Et je dis « Mais pourquoi pas? Parce que je suis un jeune écrivain et j'aime l'Afrique, j'aime le potentiel que possède l'Afrique. Et moi, ma vocation, c'est l'écriture. »
Donc, si évidemment je peux passer par l'écriture pour pouvoir laisser des traces, je pense que c'est ma modeste contribution que je peux laisser à l'édifice. Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller là-bas pour pouvoir, bien sûr, amener mes investigations personnelles. Alors ça, c'est de façon globale, hein, de façon ramassée. Maintenant, concrètement, pour ceux qui nous suivent, alors, vous décidez comme ça d'aller écrire. Déjà, c'est risqué, parce qu'on connaît tous le contexte, on l'a vu dans l'élément. Alors, comment vous mettez en place la méthodologie? Ok, d'accord. Déjà, au niveau de la méthodologie, je l'ai fait également avec l'équipe sur place. Mais pour pouvoir déjà revenir au livre, parce que j'ai adapté le livre au cinéma. D'accord. Donc, pour pouvoir déjà revenir au livre, c'est dans le cadre, bien sûr, en fait, j'ai une manière à moi de travailler au niveau de l'écriture. C'est-à-dire, je prends la peine de pouvoir, bien sûr, interroger, d'accord, les victimes, les personnes, les témoins oculaires. Et ensuite, maintenant, une fois que j'ai recueilli toutes ces informations, je pars maintenant. Parce que, en fait, la particularité de ce livre, c'est que c'est un essai. Ce qui n'a rien à voir avec, si vous voulez, un roman. Voilà. Parce que la différence entre un essai et un roman, c'est que l'essai, en fait, comment on appelle ça, comment on appelle ça? Assemblage? Non, non, pas du tout. En fait, c'est argumentatif. Mais c'est basé sur des faits réels, pas sur des faits erronés. Avec force et détail. Merci. Donc, c'est pas de l'imaginaire. Non, ce n'est pas de l'imaginaire, c'est du réel. Si vous voyez, même à la fin même du livre, vous allez voir en fait des bibliographies, d'accord? C'est-à-dire que je suis allé même un peu plus loin pour montrer en fait que ma recherche ne se sont pas seulement spécifiées que sur en fait, les informations que j'ai eues sur place, mais aussi sur des thèmes d'accord, qui étaient en concordance avec le même thème. Donc, bien se documenter sur les auteurs, les personnes qu'on va rencontrer. Exactement. Ça, c'est une démarche un peu qui a trait aussi au journalisme. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait arriver sur place pour avoir ces repères, pour aller en profondeur? Et traiter l'information qu'on a eue. Oui, bien sûr. En fait, traiter l'information n'a pas été, comme je l'ai dit tantôt, très compliqué pour moi parce que j'ai un style, d'accord, en tant que jeune écrivain. J'ai un style qui est propre à moi, qui est dans un premier temps de recueillir les informations et puis ensuite de les rejeter à mon style. Et c'est ce style-là, en fait, qui a créé cette particularité. Et si vous voyez bien les informations que j'ai eu à recueillir à travers mon style, je les ai illustrées avec des images pour montrer en fait que je vais au-delà même de l'aspect même des, comment on appelle ça, des témoignages en fait. Je vais plus des tests à l'illustration. Voilà, c'est ce qui fait en fait la particularité de ce livre. Et je vais revenir également aussi sur la couverture. Oui, la première couverture du avec... livre, exactement. Comment on appelle ça? Déjà, il y a la forme et il y a le fond. Au niveau, par exemple, de la forme, vous voyez, c'est du blanc sur du noir. Oui. Le blanc, c'est la couleur de la sainteté. Le noir, bien sûr, c'est la couleur de l'ombre, du néant. Et ici, à travers, bien sûr, le phénomène qu'a connu, comment on appelle ça, le Nigeria dans le cadre, bien sûr, du terrorisme, c'est une manière, en fait, à moi, en fait, d'attirer l'attention. À travers la chromie. Exactement. À travers la chromie, on attire l'attention. On attire l'attention. Et vous voyez ces deux enfants qui sont mieux. Il y a un enfant qui pleure et l'autre, c'est l'accolade. Pour montrer qu'au-delà même de l'aspect, comment on appelle ça, de l'aspect... visuel. Exactement. Je vais aller au-delà que nous, les Africains, en tant que la jeunesse africaine, on doit, comme l'a dit Martin Luther King, on doit plutôt être des frères que de s'entretuer en fait comme des idiots. D'accord. Là, c'est le message que vous voulez faire passer. Mais à l'intérieur, pour les témoignages, on peut avoir en substance ce que vous avez pu écouter, collecter, pour un peu intégrer et donner envie aux lecteurs oui, bien sûr, de s'y plonger. Oui, bien sûr. Par exemple, l'un des témoignages palpables qui m'a beaucoup édifié, c'est l'un des frères, par exemple, l'un des grands frères de l'Assemblée nationale au Nigeria, qui a été froidement en fait abattu parce qu'il partait en vacances, d'accord, et il a eu par le canal du réalisateur qui m'a aidé dans l'aboutissement de ce projet-là, qui a donné en fait les raisons en fait pour lesquelles en fait ce dernier-là en fait a fait ses vacances, d'accord, à l'intérieur du pays et contre toute attente. Et des individus, d'accord,
aux intentions en tout cas vraiment assez farfelues, lui ont froidement en fait ôté la vie. Et pour quelle raison? Ils opèrent comment? C'est fortuit? C'est pour tuer ou comment ça se passe? En fait, c'est de manière en fait, à pouvoir, bien sûr, pour moi, leur intention, dans un premier temps, c'est de pouvoir, en tout cas, vraiment, c'est à but personnel, pour moi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, en fait, c'est au-delà, en fait, de la religion. Parce qu'en fait, pour moi, cette manière, pourtant, pour moi, de pouvoir, bien sûr, ôter la vie de façon volontaire à un individu, pour moi, est quand même... C'est dur, c'est dur. Alors, vous êtes Ali Diaby, vous êtes musulman? Oui, bien sûr. Vous êtes musulman? Oui. Quel est le regard de celui qui est dans la religion? C'est-à-dire, là, on n'a pas affaire à un journaliste qui vient de l'Occident, qui n'est pas musulman, qui a un autre regard. Vous êtes africain, vous êtes de Côte d'Ivoire, c'est cela, vous n'êtes pas loin, vous êtes dans la zone subsaharienne, tout ça. Vous êtes musulman. Quel est le regard du musulman sur toutes ces personnes-là qui tuent, entre guillemets, qui tuent au nom, entre guillemets, de l'islam? Est-ce que ça vous aide dans votre écriture ou ça vous met dans un dilemme? Moi, je pense que ça me met plutôt dans un dilemme parce que pour moi, déjà en tant que jeune musulman, cette manière de pouvoir ôter la vie à un individu, parce qu'il y a l'un des, comment on appelle ça, les Saintes Écritures disent que aime ton prochain comme toi-même. Et si, évidemment, on passe en fait par ce facteur-là de pouvoir ôter la vie à son prochain, je pense que ça va à l'encontre en fait des valeurs même de l'islam. Et pour vraiment, en tout cas, vraiment étayer vraiment cet aspect-là, on a vu qu'au-delà même de, comment on appelle ça, de l'aspect qui s'est passé, l'incident qui s'est passé au Nigeria, on a également aussi vu en Côte d'Ivoire, au niveau de Grand Bassam, que ce phénomène également apparu. Je vais un peu plus loin, par exemple, à Paris, également aussi, qui a été vraiment victime de cela, pour montrer que, en fait, le phénomène du terrorisme est assez un phénomène d'actualité. C'était une problématique que, en tant que jeune écrivain de la Côte d'Ivoire et jeune africain, voilà, pour moi, de pouvoir, bien sûr, étayer sur ce phénomène-là et attirer surtout, d'accord, l'attention, d'accord, de la société civile, de la jeunesse africaine. De bon nombre de personnes sur ce sujet-là. Sur ce sujet. Justement, sur le terrain, quand vous êtes allé collecter toutes ces informations-là, étant musulman déjà, je suppose que ça vous a aidé, en tout cas, à vous fondre dans la masse. Oui, bien sûr. En tout cas, pour avoir plus d'informations. Oui. Vous avez rencontré quelles difficultés en particulier? Oui, bon, j'ai rencontré, par exemple, des difficultés au niveau déjà, au niveau de la langue peut-être? Oui, au niveau de la langue, parce que déjà je ne maîtrise pas vraiment l'anglais, donc il fallait trouver un interlocuteur pour pouvoir bien sûr m'aider. Et c'est cet interlocuteur qui m'a beaucoup aidé également aussi dans la mise en œuvre de mes investigations. Et d'entre eux, au passage, je tenais vraiment à lui dire merci et à toute l'équipe également aussi qui m'ont permis dans l'aboutissement aussi de ce projet. Donc, difficulté au niveau donc, de la langue, mais oui, au niveau de la sûr. géographie aussi, oui, de la tectonique, c'est-à-dire sur le terrain, il y a des différences. C'est le Nigeria, on parle du Nigeria, on parle du Tchad, tout ça, c'est grand, c'est vaste. De Baga, etc. Et quand comment on appelle ça, j'ai eu vraiment pour la première fois la chance de pouvoir rencontrer ces différentes localités qui étaient à l'intérieur du Nigeria. Vraiment, ça a été vraiment l'une de mes plus belles expériences dans ma vie. Comment ils appréhendent le terrorisme là-bas? Comment, sur place, ils appréhendent le terrorisme? Ils vivent ça comme une fatalité? Est-ce qu'ils vivent ça comme une fatalité? Ou ils se disent non, vraiment? Est-ce qu'il y a un mouvement vraiment qui se lève pour dire on n'en veut plus? Ou bien il y en a qui sont complices? Bon, pour moi, déjà, il y a deux catégories. C'est-à-dire, le phénomène du terrorisme déjà est venu du fait que, par exemple, il y a l'État nigérian, d'accord, qui ont eu en fait l'État nigérian qui n'arrivait pas en fait à pouvoir absorber, d'accord, ce mouvement terroriste. Et ce mouvement terroriste est né en 2010 déjà par, comment on appelle ça, Mohamed Youssef. Et peu de temps après, il y a Abubakar Shekau, d'accord, 5 années plus tard, en fait, qui a pris en fait les commandes, d'accord, de ce mouvement terroriste. Et on a vu que,
comme le voit la vidéo tout à l'heure, on a vu qu'en fait, ce dernier-là, en fait, avait pour objectif de pouvoir atteindre, en fait, propager autant pour moi la terreur au sein vraiment et puis aussi amener, d'accord, un groupement ou des personnes, en fait, à une idéologie. Et c'est cette idéologie, en fait, que certaines personnes, en fait, ne voulaient pas, en fait, entrer. C'est-à-dire l'idéologie de pouvoir ôter la vie, l'idéologie de pouvoir, comment on appelle ça, créer la terreur au sein, en fait, de J'ai envie de vous demander, à quelle fin tout ceci? À quelle fin? Je pense que c'est la fin de pouvoir, bien sûr, contrôler, d'accord, contrôler et surtout créer ce que je peux appeler, comment on appelle ça, une absorption de cet État-là, de ce pays-là. Un peu comme ce qu'on a vu avec Daesh ailleurs dans le monde. Exactement. D'accord. Les modes opératoires sont les mêmes. On remarque donc que partout, il y a des complicités. Oui, et c'est la absolument. violence à outrance. Oui. L'État, vous l'avez dit, hein, les pays concernés parfois sont dépassés. On a eu l'intervention tout à l'heure du président Déby, tout ça. Oui. C'est une situation qui, si on prend garde, vraiment va encore prendre de l'ampleur, malheureusement. Oui, absolument. On a encore souvenance des lycéennes de Chibok. Oui. Qui, avec le mouvement, n'ont pas encore été 276 lycéennes. Oui, exactement. Elles n'ont pas encore été retrouvées. Oui. Et là, c'est encore dans les mémoires et c'est une des victoires, malheureusement. Il y en a certaines qui ont réussi à s'enfuir, non? Oui, bien sûr. Et à côté de cela, il y a d'autres que même qu'on a voulu même changer de religion. Oui. Parce que, comment on appelle ça, vous voyez par exemple les filles qui ont été voilées sont de religion en fait chrétienne. Et on veut le faire changer de religion en religion musulmane. En fait, la cible, ce sont les chrétiens ou c'est du tout? Peu importe. Ils ciblent tout le monde. Ils ciblent tout le monde. Vous voyez un peu. Donc, du coup, les personnes, en fait, la priorité, surtout, c'était plutôt les chrétiens. Parce qu'on a eu beaucoup d'attentats dans les églises. Exactement. Okay. Et ce qui est assez majeur dans ça est que, malheureusement, ces personnes-là, en fait, ce mouvement-là, en fait, ôte la vie. Voilà. Ce mouvement-là, en fait, ôte la vie à des individus, d'accord, comment on appelle ça, à des individus innocents, d'accord. Et moi, je trouve ça vraiment assez difficile de pouvoir, bien sûr, ôter, d'accord, la vie à des personnes parce qu'ils veulent, en fait, atteindre, en fait, un but, ils veulent maintenir, en fait, une idéologie qui... ils veulent en fait amener des personnes à pouvoir en fait croire à cette idéologie. On a tendance à toujours dire que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il n'y aurait pas d'autres fins plutôt mercantiles en bas. Des mains obscures. Oui. Oui, pourquoi pas? Parce que figurez-vous que par exemple les armes que contiennent ce mouvement viennent forcément de quelque part. Le carburant, les voitures, les véhicules, exactement. Toujours des 4x4, vraiment qui ils sont équipés. Oui, bien sûr, ils sont très équipés. Et si vous voyez très bien, en fait, ce mouvement, la manière dont ce mouvement est né et les conséquences, d'accord, que ce mouvement a propagé de la ville de Baga, en passant par les différents autres périmètres, la population, en fait, n'ont pas pu vraiment résister à cette terreur. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas eu, en fait, la chance, en fait, de pouvoir, bien sûr, être victimes de ce phénomène-là ont été froidement, en fait, massacrés du fait que, bien sûr, ce mouvement avait pour objectif de pouvoir, bien évidemment, opérer, d'accord, une idéologie qui était, bien sûr, de pouvoir porter atteinte à l'État nigérian. Aujourd'hui, on le sait, ils sont implémentés un peu dans plusieurs pays. Oui, bien sûr. Au Cameroun notamment aussi, oui, où ils exercent. Oui. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain? On a vu dans l'élément l'intervention du président français Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les forces internationales apportent leur appui. Aujourd'hui, quelles sont les avancées pour éradiquer cette secte? Déjà, moi, je pense que d'entrée de jeu, la meilleure action pour pouvoir vraiment éradiquer et de pouvoir, bien sûr, sensibiliser, de pouvoir, bien sûr, comment on appelle ça, montrer, en fait,
le côté négatif en fait de la chose à travers, bien sûr, vous avez vu dans les débuts également aussi, vous avez vu la population nigériane aussi s'est manifestée, d'accord? Elle s'est manifestée, elle a montré en fait son désarroi face à cela, malgré qu'il y a eu quelques morts, mais c'est pour montrer à quel point en fait cette population-là a su résister d'une manière ou d'une autre face à cette terreur-là. Ali Diaby, à qui profite le terrorisme au Nigeria, au Tchad? Au Cameroun. Si on voit le président français intervenir, si on fait une étude géopolitique, le président français qui intervient, le président du Tchad qui intervient, ça veut dire que, quelque part, est-ce qu'il ne s'agit pas, je veux dire, d'un héritage diabolique, maléfique, laissé par certaines puissances que nous sommes en train de payer aujourd'hui? Parce qu'au-delà de tout ça, c'est un livre engagé aussi. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est ça? Oui, je partage votre point de vue. Effectivement, c'est dans cette vision-là que en fait, je vois la chose. Et c'est vraiment très important pour moi aussi d'en parler à travers mes écrits, de pouvoir bien sûr attirer l'attention, de pouvoir changer les mentalités et surtout de pouvoir éveiller les consciences. Parce que nous, en tant que jeunes Africains, notre devoir, bien évidemment, est de pouvoir bien sûr amener cette jeunesse africaine-là, d'accord, à pouvoir prendre conscience que l'Afrique a un énorme potentiel. Et cet potentiel-là, nous devons le mettre au développement de ce continent. Nous devons songer, bien sûr, à pouvoir laisser des traces. Et je pense, comme le dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour pouvoir changer le monde. Et si, à travers vraiment nos écrits, nous arrivons, bien sûr, à pouvoir éveiller les consciences, je pense que c'est vraiment un mode d'engagement en tant que jeune écrivain ivoirien. C'est dire qu'au niveau de leur fonctionnement, toujours pour revenir par rapport à la conscientisation, de la jeunesse, ils réussissent quand même à avoir encore des personnes qui viennent dans leur rang, ou ça se passe tout le temps par la violence, forcée à intégrer leur rang? C'est plutôt, ça passe généralement par la violence. Par la violence. Et puis, ceux qui n'arrivent pas, oui, c'est clair, c'est une résistance déjà qui est là. Et ceux en fait qui n'arrivaient pas à rentrer dans leur idéologie, dans leur mécanisme, effectivement, se faisaient ôter la vie. Et c'est ce qui est vraiment un coup dur et c'est quelque chose que vraiment je veux condamner, que je veux déplorer. Nous sommes en Côte d'Ivoire. On a été malheureusement frappé pour la première fois de l'histoire de notre pays, touché au cœur par notre station balnéaire Grand Bassam. Quand vous écrivez ça, l'Ivoirien se dit quoi pour son pays? Je pense que l'Ivoirien se retrouve là-dedans parce qu'il se dit que c'est l'Afrique. Il se dit qu'effectivement, que ce phénomène n'arrive pas seulement qu'aux autres, ça peut également vous arriver. Et donc, il devrait avoir quel état d'esprit maintenant? Je pense que l'état d'esprit qu'aujourd'hui l'Ivoirien doit avoir face, bien sûr, à ce qu'elle a vécu. La solidarité. Et c'est bien évidemment la solidarité, la fraternité. Et ne pas vivre dans la peur. Surtout, ne pas vivre dans la peur. Merci beaucoup à vous, Ali Diaby. Un livre rempli de promesses qu'on aime beaucoup. Voyage au bout du Nigeria. C'est un essai vraiment passionnant que je vous recommande vivement, qui sous-tend un film. Un film ça a été adapté au cinéma. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir des jeunes Ivoiriens comme ça qui prennent angle avec des sujets d'une brûlante actualité, brûlante, soit dit en passant, au sens propre comme au sens figuré. On était très heureux d'être en votre compagnie. Je vous offre ce livre, Alix. Il va le dédicacer. Aucun problème. Merci d'être resté en notre compagnie tout au long de cette semaine. Toute l'équipe éditoriale conduite par Anne-Zelika et Aura vous dit merci. Et puis, de tout cœur, toujours avec Soro Félicité, Christelle Akoussa, toute l'équipe. Merci d'être resté avec nous pour vous réveiller le matin pendant toute la semaine. Ciao, ciao, bon week-end.